Bonjour, je suis Dominique Saint-Pierre de Focus Centric. On va voir une introduction à Git. Pourquoi utiliser Git? Git est un système décentralisé ou distribué. C'est pas un système client-serveur comme Team Foundation Server ou Subversion. Avec un système distribué, chaque développeur possède une copie du code source et de l'historique des changements localement sur sa machine. Comme toutes les actions peuvent être accomplies sans connexion, elles sont beaucoup plus rapides. Le seul moment où on doit être connecté, c'est quand on veut soumettre une patch à un projet. Donc Git amène une gestion exemplaire des branches en ce qui concerne la gestion du code source. Si vous avez déjà travaillé sur des projets assez gros, qui doivent rester stables en production, et que le développement doit continuer avec de nouvelles versions, vous avez déjà probablement vu un peu l'utilité des branches. Mais Git rend le travail dans des branches et le merge extrêmement simple, que même pour des petits projets, on peut souvent utiliser ce système de branches-là. Git roule sur toutes les plateformes, que ce soit Windows, Mac ou Linux. Apprenez les commandes et vous serez sur pied assez rapidement, et ce, dans n'importe quelle plateforme. Pour installer Git, c'est très simple, on se dirige sur le site web officiel et on télécharge la version pour Mac ou Windows selon notre système d'exploitation. J'ai déjà Git installé sur ma machine, donc je vais ouvrir rapidement l'installateur pour Windows. Vous n'avez qu'à suivre les instructions, c'est un installateur assez standard, assurez-vous juste d'installer le Git Bash. Git va être installé dans le shell Windows, et le Git Bash va vous permettre d'exécuter les commandes. Voici ce que ça donne une fois installé. On peut démarrer le Git Bash directement sur le répertoire qu'on veut travailler. Ici, c'est un répertoire démo d'une autre formation qu'on a sur focuscentric.com. Donc le Git Bash, c'est un peu différent du command prompt de Windows. On a les commandes de base, comme le ls. On a les slash et les backslash pour séparer les répertoires. On peut faire tab et les noms vont se compléter automatiquement. Bref, c'est un petit, ou en fait très petit shell Unix Linux dans Windows. Donc Git a besoin de créer un repository avant qu'on puisse commencer à gérer le code source. On va se créer un répertoire pour nos tests avec mkdir test. La commande git init va nous permettre de créer un repository dans notre répertoire en cours. Ça va créer un répertoire .git avec les composantes nécessaires à Git pour gérer notre code source, les branches, etc. Maintenant, on peut démarrer avec un fichier README. Donc, si on fait un git status, on va voir que notre fichier n'est pas actuellement géré par Git. Il faut l'ajouter dans le catalogue pour qu'il soit géré. Avec la commande git add readme.txt, on dit à Git, voici un nouveau fichier à gérer. Maintenant, si on refait notre git status, on voit que le fichier est prêt à être ajouté. Pour l'ajouter, on doit committer nos changements avec git commit-m avec un commentaire entre guillemets. Un git status nous montre que notre répertoire est maintenant sans changement. Modifions notre fichier readme.txt maintenant. Git status nous indique que le fichier a été changé. On va créer un deuxième fichier, credit.txt, et on va le laisser vide. Un simple touch credit.txt va faire l'affaire. Avec git add point, on vient dire à Git, prends tous les fichiers qui ont des modifications ou qui doivent être ajoutés dans notre catalogue. Donc, notre deuxième commit aura les modifications à notre readme.txt plus la création de notre credit.txt. On peut voir notre historique avec l'outil fourni par Git qui est gitkey ou gitka. Pour le moment, on n'a que deux branches. Et on peut voir nos deux premiers commits. On peut voir aussi qui a fait les commits et à quelle date. Mais le plus intéressant, c'est qu'on peut voir également les changements qui ont été faits. Donc ceci peut être vraiment intéressant si vous devez faire du code review d'un nouveau membre de votre projet. Ça vous permet de voir tous les changements qu'il y a eu.
Une petite correction avant de poursuivre. J'ai dit qu'on avait 2 branches dans notre GitK tantôt, mais en fait, je voulais dire on a 2 commits. Donc, on voit ici ces 2 commits et non 2 branches. Pour créer une branche et débuter du travail d'un petit ajout, on fait git branch credit. Ça va créer une branche, ça va être une copie identique en fait de la branche master. Donc si on fait git branch, on voit la nouvelle branche et on voit que notre branche active est master. On peut aussi voir que master est notre branche active à côté du chemin de travail actuellement. Pour aller faire des modifications dans notre branche credit, on va faire git checkout credit. Git va activer la branche credit et tous les changements faits seront enregistrés dans cette branche-là. Tant qu'on va pas lui dire de venir merger les 2 branches, les changements faits dans la branche credit et dans la branche master vont être complètement isolés. On va éditer notre credit.txt et inscrire qui travaille dans le projet. Un git status va nous indiquer que le fichier a changé. On va l'ajouter et faire un commit avec git add point et git commit. Notre nouvelle fonctionnalité est terminée. On va maintenant synchroniser notre branche master avec nos changements faits dans la branche credit. Il faut d'abord revenir à notre branche master avec un git checkout master. De là, on va lui dire de merger la branche credit avec un git merge credit. Ça va faire que tous les changements qui ont été faits dans la branche credit vont être disponibles dans la branche master. Si on regarde notre fichier credit.txt, on voit les changements qui ont été faits. On peut faire des changements à notre fichier README maintenant. On va aussi ajouter un répertoire et on va ajouter un fichier à ce répertoire-là. Donc on fait mkdir log, on va dans notre répertoire avec cdlog et on fait un touch log.dat. Maintenant, si on veut ajouter nos changements, on peut pas le faire à partir du répertoire log actuellement. Il faut absolument retourner à notre répertoire racine, là où il y a notre répertoire.git. Donc on y va avec un git add et un git commit, on commence à être habitué à ce moment-là. Nos changements ont été sauvegardés dans notre branche master. Maintenant, on va retourner dans notre branche credit avec un git checkout credit. Si on fait un ls, on voit que le répertoire log n'est pas là. C'est très intéressant, n'est-ce pas? En fait, c'est là que Git brille, comme je disais au début, avec les branches. C'est que là, comme notre branche credit n'a pas été encore mergée avec la branche master, les changements qui ont été faits dans master sont pas disponibles dans notre branche credit. Donc on pourrait continuer le développement dans la branche master et dans la branche credit et juste faire un merge plus tard. Mais nous, on va faire un merge tout de suite. Comme on est déjà dans la branche credit, on peut faire un git merge master. Ça va amener les changements qu'il y a eu dans la branche master. Et maintenant, si on refait un ls, on voit que le répertoire log et le fichier log.dat sont présents dans notre branche credit. On va maintenant créer volontairement un merge conflict. Dans le fichier README, on va aller changer la première ligne. Donc, on va faire un git add et un git commit. Et on va retourner dans notre branche master avec git checkout master. On va pas merger tout de suite les changements puisque comme on essaie de faire un conflit, il faut aller modifier le même fichier dans notre branche master pour être sûr que le conflit arrive. Git est assez solide quand vient le temps de faire des gestions de conflits automatiques d'habitude, mais là, on va vraiment s'assurer que merge automatique ne pourra pas fonctionner. Parfois, ça arrive qu'il faut gérer ça manuellement et ça prend vraiment quelques secondes selon la complexité du conflit. Ça peut être très long aussi, mais c'est pas un processus qui doit vous faire peur ou quoi que ce soit. C'est quelque chose de standard. C'est juste un fichier qui a été modifié par 2 ou 3 ou 4 développeurs. Il faut juste s'assurer que les changements qui doivent être conservés dans la repository centrale sont les bons. Donc si on modifie la première ligne de notre fichier readme.txt à l'intérieur de notre branche master, ça va générer un conflit automatiquement. Maintenant, si on fait git add et git commit, on va committer nos changements localement dans notre branche master. Et on peut aller voir ça avec gitk pour voir l'état de la situation. Donc si on utilise gitk avec --all, on va voir tous les branches qu'on a actuellement dans notre projet. Donc ici, on voit qu'on a nos 2 branches et que les 2 branches ont modifié le même fichier.
on va merger notre branche credit avec celle de notre branche master avec un git merge credit. Et maintenant, on voit que le merge conflict est arrivé. Il y a plusieurs façons de résoudre cette situation-là. On peut voir une vue d'ensemble des fichiers qui sont actuellement en conflit avec GitGUI. Donc GitGUI, c'est un outil qui vient avec Git. Si on fait bouton droit sur notre répertoire test et qu'on fait GitGUI here, on va voir la liste des fichiers qui sont actuellement en conflit. Si on clique sur notre fichier readme.txt, on va voir la ligne en conflit en question. Donc on pourrait simplement à partir d'ici lui dire moi je veux garder ma version locale ou je veux utiliser la version qui est arrivée de façon remote ou dans notre cas ici d'une autre branche. Moi personnellement j'aime mieux ouvrir un éditeur de texte et faire ces modifications là parce que souvent c'est pas toute une version ou c'est pas toute l'autre qu'on va garder. Il faut généralement faire un merge des deux. Donc si on ouvre notre readme.txt avec Notepad, on va voir ici exactement les mêmes informations que GitGUI nous montrait. Donc on peut facilement voir les deux versions et prendre une décision sur qu'est-ce qu'on va garder exactement et qu'est-ce qu'on va effacer ou merger en tant que tel. Donc on enlève le code que Git nous a mis pour nous donner des indications de quelle branche avait fait quelle modification. On ajoute nos changements avec git add et on fait un commit. Et maintenant, notre conflit est disparu. Tout est réglé, on est prêt à repartir avec notre branche master. Les changements n'ont pas été faits dans notre branche credit, évidemment, puisqu'on n'a pas retourné dedans et qu'on n'a pas fait de merge. Mais comme on n'a plus besoin de cette branche-là, on va l'effacer pour l'instant avec un git branch -d majuscule credit. On a vu un aperçu des commandes fréquemment utilisées dans une journée typique de travail. Maintenant, on va se concentrer sur comment Git fonctionne et essayer de mieux comprendre qu'est-ce qui le distingue des autres systèmes. Git utilise des snapshots du répertoire de travail. Les systèmes comme Subversion utilisent un système de révision pour gérer les changements au fichier. Après le premier import, chaque check-in vient incrémenter la version d'un fichier et va créer une révision. Git, lui, prend carrément un snapshot du répertoire de travail et crée des objets blobs pour chaque fichier. Toute l'architecture répertoire et les sous-répertoires sont conservés dans la base de données objets. Chaque fois que vous faites un commit, Git va seulement recréer les blobs des objets qui ont changé. Donc on va parler de ça un peu plus tard. Au fur et à mesure que le temps passe, plutôt que d'avoir des révisions enregistrées, vous avez des snapshots de votre répertoire de travail. Et si on y pense, c'est beaucoup plus rapide de reconstruire un environnement à partir de snapshots que de repasser chaque révision. En plus, l'intégrité des données dans Git est simplement solide. C'est extrêmement difficile de briser un repository Git. Quand on ajoute un fichier Git, ça crée un checksum du fichier pour valider qu'à l'entrée et à la sortie, le fichier concorde et est intègre. Tout est haché dans une chaîne de 40 caractères. Et les blobs des structures du répertoire aussi, ainsi que le commit. Voyons maintenant comment tout cela fonctionne ensemble. Voici un petit projet avec deux objets, un fichier readme.txt et un répertoire CSS. Quand on ajoute des objets à Git avec un git commit, Git va transformer notre readme.txt en objet blob, un binary large object. Il va aussi transformer la structure de notre répertoire CSS et les sous-répertoires et créer des objets. Il va ensuite prendre ces deux objets-là et il va les hasher avec un algorithme de hash SHA1. Ceci forme le ID du commit. Donc, de cette façon, Git s'assure que les données qui entrent et qui sortent sont intègres et concordent avec les derniers commits. Mais là, je vous entends dire, mais les snapshots doivent être extrêmement lourds après un certain temps. Subversion, lui, il fait juste tracker les révisions. Et si Git il crée des objets blob de toute l'architecture sans arrêt, le répertoire va être monstrueux après un an. La réponse à cette question-là, c'est oui et non. L'aspect clé à se souvenir ici, c'est que Git va créer des blobs seulement pour les objets qui ont changé. Donc si on reprend notre exemple de tout à l'heure, lors du premier commit, les deux éléments ont été créés comme des blobs. Par contre, dans notre deuxième commit, notre index.html n'a pas changé. Donc Git va seulement créer un pointeur vers le fichier blob de l'autre commit. Dans le troisième commit, c'est le fichier about.html qui lui a pas changé, donc la même chose, il y a un pointeur de créer vers l'objet blob. Donc ceci va couper grandement le nombre d'espaces requis par commit. Et quand on y pense, le fait d'avoir des pointeurs et un snapshot complet de votre répertoire de travail, c'est très rapide pour repartir avec un nouveau développeur par exemple. Donc ceci nous amène à discuter comment que Git sait quel snapshot nous donner à travers tous les commits et tous les branches. Comme on a vu immédiatement après avoir initialisé notre premier repository, on obtient une branche master.
Lors du premier commit dans notre branche master, Git place le head sur le commit. C'est un pointeur qui indique à Git que nous travaillons actuellement sur ce checksum-là et sur ce snapshot-là. Si on fait un deuxième commit, où seulement about.html change, Git va déplacer le head et créer un blob pour le about et un pointeur pour index. On pourrait maintenant bouger le head en arrière avec un checkout. Et notre répertoire de travail va refléter le snapshot de la version 1. Donc voyons maintenant à quoi un flow de développement typique ressemblerait. Donc il y a 3 choses importantes à comprendre quand on travaille avec Git. Votre répertoire de travail contient l'entièreté des fichiers de votre projet et le repository.git. Dès que vous ajoutez ou modifiez des fichiers dans votre répertoire de travail, vous devez les ajouter en mode staging. C'est le concept numéro 2. Vous ajoutez ces fichiers-là en mode staging, contrairement à Subversion, qui lui fait un check-in et tout se passe dans le trunk. Donc ça vient dire à Git, peux-tu jeter un œil sur ces fichiers? Je vais probablement les committer sous peu. Donc Git ne fonctionne pas en 2 parties, comme Subversion. Donc il y a ce concept-là au centre de staging, qui vous permet de retirer des fichiers s'il se passe quelque chose, ou de revenir à la version originale très rapidement. La 3e étape est le commit, qui, comme on l'a vu, va créer des blobs des objets qui ont changé. Il va créer des arbres de structure, des répertoires, et créer le checksum pour votre commit. Maintenant, c'est très simple de sortir un commit de votre repository. Il suffit en fait juste de bouger le head vers un autre commit ou vers une autre branche, et de faire un git checkout. C'est ceci qui rend Git si solide, une bonne utilisation des branches, des commits locales sur votre machine. On va maintenant voir quelques options de configuration. À partir de Git GUI, on peut configurer des options pour le repository en cours ou globalement pour tous nos repositories Git. Ces options sont également disponibles par la ligne de commande avec git config. On va commencer par inscrire un nom et un courriel. Ceci va être utile lors des commits pour que chaque personne de votre projet puisse voir votre nom. Donc c'est plus facile de savoir qui a fait quoi. Git vient avec un utilitaire de diff. Ça nous permet d'avoir un aperçu rapide de qu'est-ce qui a changé depuis notre dernier commit avec la version en cours. On a vu au début comment j'ai fixé un merge conflict avec Notepad. Donc normalement, j'utilise un logiciel de diff et un logiciel de merge qui se trouve être le même. J'utilise SourceGear Diff Merge. Il y a longtemps, plutôt que d'utiliser SourceSafe, j'utilisais Volt, qui est une application aussi par SourceGear. Donc ça venait remplacer un peu ce que SourceSafe faisait. Donc dans le temps, c'était beaucoup plus solide que SourceSafe. On parle ici des années 2000. Bref, je me suis habitué à leur outil de diff et de merge qui est DiffMerge. Ils l'offrent gratuitement maintenant, donc vous pouvez le télécharger, vous pouvez l'utiliser pour faire vos diffs et vos merges à partir de Git. Il y a d'autres logiciels comme WinDiff ou Perforce qui ont aussi des logiciels de diff et merge assez populaires sous Windows. Pour configurer des outils comme le diff et le merge, on va aller dans notre fichier de configuration de Git. Contrairement à Linux et Mac, dans Windows, les fichiers de configuration sont un peu plus difficiles à trouver. Généralement, Linux et Mac, on va avoir un point config à l'intérieur de notre profil. Ici, dans Windows 7 ou Windows 8, on trouve notre fichier de configuration Git, généralement dans c2.user, votre nom, /.gitconfig. Voici comment ajouter des outils qui seront ouverts par Git lors de la commande diff ou de la commande merge. Ça ressemble un peu à un fichier ini. Donc on vient se déclarer une nouvelle section diff. On vient dire à Git d'utiliser la définition de notre outil nommé diffmerge. Dans la section difftools, on va se créer une nouvelle outil qui est un diffmerge et on va venir donner le chemin d'accès à notre exécutable de notre logiciel diffmerge. Voyez les 2 paramètres avec le signe de $ local et le signe de $ remote. C'est des variables que Git va venir remplacer quand il va appeler cet exécutable-là. On fait la même chose pour le merge. Maintenant, si je fais un gif difftools, Git va ouvrir SourceGear diffmerge avec les 2 fichiers en question. Celui du repository, ou celui du type qu'on appelle, et celui en cours qui a eu des modifications. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez de ce résultat de GitK? Personnellement, j'aimerais pas vraiment être l'intégrateur en charge de ce projet-là, ou gérer toutes les branches de ce projet-là. On a vu comment merger une branche dans notre branche master. Parfois, une branche à long terme, comme dev par exemple, peut être rebasée dans notre branche master. Cela vient inclure les commits de la branche dev et vient les inclure de façon claire dans la branche master. Une chose qu'il faut comprendre par contre,
c'est qu'un git rebase n'accomplit pas de merge. Ça ne fait que rebaser les commits d'une branche à une autre. Voici un petit exemple que j'ai préparé hors caméra. Donc on peut regarder rapidement le contenu du répertoire de travail. J'ai un readme.txt, un fichier index.html et un style.css. Donc c'est assez simple pour le moment. Si on regarde les branches, on voit qu'on a une branche master et une branche dev. Si on lance un git k --all pour voir toutes les branches d'un seul coup, on peut voir que nos deux branches partagent le même ancêtre. On a avancé notre branche master de 2 commits et notre branche dev de 3 commits. Donc on est actuellement dans la branche dev et on est prêt à rebaser nos 3 commits dans notre branche master. En étant dans la branche dev, on peut dire git rebase master. Contrairement au merge, un rebase se fait à partir d'une branche vers une branche. Mais on peut aussi spécifier les branches directement à la ligne de commande. Donc si on regarde maintenant notre git-k, on voit que notre branche dev et master ont la même ligne de temps, si on peut dire. Les 3 commits dans notre branche dev sont maintenant dans notre branche master. Mais le head de master pointe toujours sur notre deuxième commit. On n'a qu'à faire un simple merge pour avancer notre head avec un git merge dev. Ceci va grandement aider à maintenir votre historique propre pour de gros et longs projets avec beaucoup de développeurs. Qu'est-ce qui arrive si on a besoin de revenir en arrière ou de changer notre dernier commit? Supposons qu'on fasse un changement et que le texte du commit n'est pas vraiment descriptif, comme mettons commit. Si on veut changer le message du dernier commit, on peut le faire avec git commit --amend -m et notre nouveau message. Si on a oublié d'inclure quelques fichiers dans notre dernier commit, on peut aussi les ajouter facilement. Avec un touch fichier.txt, un git add point et un git commit --amend, le fichier va être ajouté dans notre dernier commit. Donc si on regarde avec git-k, on voit ici que le fichier a été rajouté. Si on a travaillé sur quelques changements et qu'on se rend compte que tout ça ne fonctionne vraiment pas, on veut retourner à notre dernier commit, on utilise git reset --hard. Ceci va annuler tous nos changements actuels et refaire un checkout du dernier commit. On aurait également pu spécifier l'ID du commit qu'on aurait voulu revenir. Ces actions-là sont également disponibles à partir de git-k. Donc si on clique avec le bouton droit sur un commit, on peut voir qu'on a les options pour le reset. On va maintenant voir comment partager un repository Git à travers un dossier partagé sur le réseau. Donc si vous avez un réseau Windows et plusieurs développeurs, c'est très rapide de monter un environnement centralisé. On commence par créer un répertoire sur le serveur. Il faut noter que Git doit être installé sur le serveur. Donc si on initialise un repository Git et on lui passe --bear pour informer à Git qu'il n'y aura pas de répertoire de travail ici. Ça va être juste le répertoire .git directement. Maintenant on peut ajouter un autre remote à notre projet avec git remote add origin avec le chemin du serveur. C'est recommandé d'utiliser le mot origin. Une fois ajouté, on peut pousser nos changements directement sur le serveur avec un git push origin master. Ceci va créer la branche master sur le serveur et va permettre aux autres développeurs de partir de ce contenu-là. Maintenant, je vais simuler un autre développeur juste en créant un autre répertoire de travail ici. On va récupérer le projet avec git clone avec le chemin du serveur. Donc en faisant le git clone, un remote origin va être automatiquement ajouté pour ce repository-là. Je vais changer le nom local du développeur avec le git GUI. On va dans le menu Edit et Options et on peut changer le nom localement du développeur. Ça va être facile de voir dans git-k après qui a fait les changements. Donc si je fais un changement au fichier index.html et je le commit localement, je pourrais maintenant rendre ce changement-là disponible aux autres développeurs de l'équipe avec un git push origin master. Donc les membres de l'équipe ont deux options pour récupérer les changements de la branche centrale. Soit un git pull qui force le merge automatique de la branche. Cette option-là est généralement utilisée dans les projets internes à peu près à 95% du temps. L'autre option, c'est un git fetch qui lui récupère les commits de la branche centrale, mais il ne fait pas un merge automatique. C'est un peu comme le rebase qu'on a vu tantôt. Donc il va pas bouger le head localement. Donc si on lance un git pull
on va obtenir les changements faits par l'autre développeur à notre fichier HTML. Pour collaborer sur GitHub, c'est pas tellement plus compliqué. Si on fait un premier exemple avec le projet Bootstrap, par exemple, donc on peut cloner le projet Bootstrap et on va utiliser git clone https://github.com, le nom du repository. Ça va nous créer un repository local sur notre machine avec le dernier commit qui a été publié sur le projet GitHub. Si jamais on voudrait appliquer une patch à ce projet-là, dans GitHub, on a un bouton pour forker le projet Bootstrap. Ça va nous donner notre propre repository sur GitHub avec notre propre URL. Si on clone cette URL-là, on va pouvoir travailler localement et faire nos changements sans être dans la branche master du vrai projet. Donc maintenant, si on met plusieurs semaines à finaliser notre patch, ça se peut que le projet original de Bootstrap y ait changé entre-temps. Si on veut ramener les changements localement dans notre branche de fork, on va les récupérer avec un git fetch. Ça va nous permettre de pas être obligé de faire le merge tout de suite, mais les changements vont être localement sur notre machine. Donc quand on aura fini notre patch, on pourra juste merger et ensuite faire un pull request sur GitHub. Un dernier petit truc qu'on va regarder, c'est Git Stash. Donc Git Stash, c'est super intéressant si vous êtes en train de faire un feature ou de corriger un bug et il y a quelque chose qui arrive d'important, il y a quelqu'un qui rentre dans votre bureau, qui vous dit qu'il faut que vous travaillez sur quelque chose de très urgent soudainement. Donc vous pouvez comme abandonner un peu ce que vous faites là, mais sans tout perdre et surtout sans avoir à faire un commit pour rechanger de branche. Donc supposons qu'on a des changements ici qui n'ont pas été ajoutés encore en staging, donc qui sont pas encore dans notre, on n'a pas fait de git add dessus. Vous pouvez facilement faire un git stash et ça va ajouter vos changements dans un mode stash. Donc ça va comme rendre votre branche de façon propre, sans changement. Ça va vous permettre de rechanger de branche. Donc si on fait un git status, on voit ici qu'il n'y a pas de changement et on peut revenir à notre branche master avec un git checkout master sans avertissement. Maintenant, on pourrait travailler et faire tout ce qu'on a besoin de faire. Et si on revient dans notre branche, on peut reprendre notre travail avec git stash apply. Ici, le apply va nous remettre nos changements tels quels comme on les a laissés. Et on peut continuer à faire notre édition. Maintenant, si on veut voir la liste des stashes qu'on a actuellement, on peut faire un git stash list et on peut faire un git stash drop pour effacer les stashes. Donc, c'est un feature très intéressant. Ça peut vous sauver la vie une fois de temps en temps quand il y a quelque chose qui arrive en urgence. Le dernier truc qu'on va voir, c'est la documentation de Git qui est vraiment très bien faite et qui est vraiment très précise. Vous pouvez faire un git help et si vous avez besoin d'aide sur une commande en particulier, vous faites git help avec le nom de la commande en question et ça va vous ouvrir votre navigateur par défaut et vous allez pouvoir consulter l'aide en ligne de Git. Donc sur ça, ça fait le tour. Vous avez principalement à vous souvenir de quelques commandes. Le git init, le git add, git commit, le git branch et le git checkout, git push. C'est relativement assez simple. On parle d'environ moins de 10 commandes à se souvenir pour avoir un accès environ presque total sur le système Git. Et ça, ces commandes-là vont être standards que vous soyez sous Windows, Linux ou Mac. Bonne chance avec vos projets avec Git.